Alors, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir mes trois invités. Béatrice Gibelin Delvalle, tout d'abord, vous êtes géographe, spécialiste de géopolitique. Vous êtes professeur honoraire à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Vous avez fondé et dirigé cet institut pendant plusieurs années. Et vous êtes également directrice de la revue Hérodote, Géographie et Géopolitique. Il faut le préciser. Leila Oulkebous, vous êtes doctorante et chargée d'enseignement à terre en géographie à l'Université de La Rochelle. Vos travaux portent sur la géographie politique avec un accent sur les questions de territoire, de pouvoir et d'inégalité. Nora Seni, vous êtes professeure émérite des universités, Institut français de géopolitique, Université Paris 8, rédactrice en chef de l'Observatoire de la Turquie contemporaine. Vous êtes directrice de l'Institut français des études anatoliennes. Vous avez été, de 2008 à 2012 et vous avez dirigé plusieurs programmes d'études sur les dynamiques politiques, sociales dans ces régions. Alors, on va définir ce qu'est l'égalitarisme politique. L'égalitarisme politique décrit une répartition inclusive et équitable du pouvoir ou de l'influence politique, des processus équitables et un traitement équitable de tous, quelles que soient les caractéristiques telles que la race, la religion, le genre, l'âge, la richesse ou l'intelligence. Béatrice Gibelin Delvalle, l'égalité politique est un principe central de la démocratie. Pensez-vous qu'il soit aujourd'hui en péril, comme la question de notre table ronde, et si oui, quelles sont les forces principales qui menacent cet idéal ? Merci. Je voudrais, comme les autres panélistes avant moi, dire combien nous avons été heureux d'être ici, d'être aussi remarquablement accueillis dans cette courtoisie extrêmement agréable. Et puis l'intérêt des panels que nous avons écoutés hier après-midi et aujourd'hui. J'espère qu'il en sera de même avec celui-ci. Vous avez dit, j'en suis convaincu. Un principe idéal. L'idéal, c'est justement ce qui n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que ce principe central de la démocratie, on ne l'a jamais atteint. On est dans des situations de grandes inégalités et en fait de rapports de force. Et dans les rapports de force, tout à l'heure, il y avait M. Suppiot qui expliquait qu'on avait tendance à voir l'espace comme homogène, mais dans la réalité, l'espace ne l'est pas. Alors si à l'ONU, un pays égale une voix, il y en a quand même des qui ont des voix qui pèsent un peu plus que d'autres. Notamment le Conseil de sécurité. Notamment le Conseil de sécurité, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis, il faudrait définir aussi qu'est-ce qu'on appelle, au fond, la démocratie citoyenne. Alors, le droit de vote, évidemment, c'est ce à quoi on pense tout de suite, mais il y a encore tellement d'espace dans le monde où ce droit de vote n'est pas, j'allais dire, exercé avec la même équité par tout le monde. Et même dans un pays comme le nôtre, on sait très bien que la conscience, l'objet du vote, il n'est pas forcément le même selon les niveaux de classe sociale, selon l'âge. On voit bien que les jeunes s'abstiennent alors qu'ils ont le droit de vote et que les personnes âgées votent en grand nombre, par exemple. Bon. Donc, cette idée d'égalité, y compris sur quelque chose qui est l'acte électoral, mais en fait, il est très variable selon les lieux où vous vous trouvez, selon l'âge que vous avez, selon le niveau de formation que vous avez. Donc on est dans des situations qui sont loin d'être égalitaires, inclusives en genre, en race, en tout ce que vous voudrez, et qui sont même aujourd'hui, je dirais, presque mises en danger quand on voit certaines stratégies qui est au fond de jouer sur tel segment de l'électorat sur lequel je vais m'appuyer par rapport à tel autre. On va simplement prendre l'exemple de la géographie électorale du vote pour Mélenchon. C'est un vote qui est normalement qui s'adresse aux classes populaires les plus défavorisées.
Et puis quand vous faites cette géographie électorale-là un peu précise, c'est un peu mon dada, la carte électorale, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a des tas d'endroits où la population défavorisée est très nombreuse et où le vote de LFI n'arrive absolument pas en tête. Il va être en tête en banlieue, il va être en tête en Seine-Saint-Denis, très nettement, il va l'être sur le nord de Paris, il va l'être à Marseille, à certains coins de Marseille, et puis il va l'être, on va dire, dans l'arrière-pays provençal, du côté des Cévennes, d'une partie de l'Ardèche, de la Drôme. Là, vous allez avoir un vote LFI. Mais dans une région qui est la mienne, qui est la région du Nord, et pourtant Dieu sait que des populations défavorisées, ça ne manque pas, vous n'avez pas un vote LFI. Vous avez un vote qui est un vote Rassemblement National. C'est pas par hasard si Marine Le Pen est allée s'installer à cet endroit-là, à Hénin-de-Beaumont, pour se faire élire. Donc on a une très très grande inégalité et je pense que vous posiez la question du péril. Hein. Alors je vais y venir rapidement. C'est incontestablement la démocratie en péril. D'abord, la démocratie n'est pas présente partout dans le monde et là où elle est présente, elle peut être fragilisée. Je ne reviendrai pas sur l'épisode du Capitole et de Trump, hein, qui était vraiment une manipulation extrêmement dangereuse, où on a dit la démocratie américaine est en danger, mais on pourrait, en Europe, par exemple, citer Viktor Orban, qui a une façon de penser la démocratie pour le moins particulière, qu'on a inventé le terme d'illibéral, mais la Slovaquie en prend peut-être le chemin. Ce qu'on a vu avec le Brésil, avec Bolsonaro, ce qu'on voit avec l'Argentine aujourd'hui, tout ça c'est le résultat de votes où les gens ont voté volontairement, ils n'ont pas eu un pistolet sur la tempe pour leur dire de voter comme ça, mais on a incontestablement une situation qui met en danger la démocratie, c'est-à-dire qu'on a une démocratie formelle, électorale peut-être, mais où on n'a plus du tout la démocratie. Tout à l'heure, on a évoqué les engagements des citoyens, l'implication des citoyens, et qui est là en très forte régression. Et c'est la démocratie, c'est une lutte, j'allais dire, si pas quotidienne, mais constante, pour essayer de la préserver. Et on a cru que nous avons gagné, mais je ne le crois pas. Alors, tout au long de la table ronde, on va parler de géopolitique, donc au niveau mondial. Hein, vous avez commencé à effleurer le sujet, mais on va parler précisément aussi de cas pratiques, notamment avec Leïla Oulkebous. Et on voit bien qu'il y a deux sujets dans le sujet, j'ai envie de dire. C'est la logique de la compétition internationale, les conflits au niveau mondial, au niveau des pays. Mais après, on voit aussi qu'au niveau des pays eux-mêmes, on a une géographie des populations qui ne sont pas forcément toujours d'accord finalement avec les dirigeants. Alors, pour compléter un peu ce qu'on disait, Béatrice Gibelin, comment les crises récentes, comme en Ukraine, au Moyen-Orient ou au Sahel, affectent l'égalité politique à l'échelle mondiale? Et puis après, on va parler avec Nora Seni particulièrement des conflits au Moyen-Orient et en Turquie. Nora Seni est une remarquable spécialiste de la Turquie. La Turquie est un cas, à mon sens, extrêmement intéressant sur lequel ça vaut la peine de passer un peu de temps. L'Ukraine et le Sahel, je mets à part peut-être aussi encore le Moyen-Orient, c'est des situations radicalement différentes. Bien sûr, ce sont des conflits, effectivement, mais l'Ukraine, c'est quoi? C'est quand même une puissance importante, qui est la Russie, qui, au nom d'un pays frère, puisque tout le discours au fond de Poutine, mais aussi d'une partie de la population russe, était de considérer les Ukrainiens comme des frères. Hein? Voilà, c'est comme nous. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout une opposition. Or, il y a cette invasion, parce qu'à un moment donné, l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, légitimement élu et reconnu par la population, décide de faire le choix de l'UE et sans doute aussi de l'OTAN. Ce qui est donc à ce moment-là la trahison. Donc c'est l'invasion. Invasion militaire, et c'est la guerre la plus tragique et la plus classique qui soit, avec des blindés, avec des bombardements extrêmement forts. Ça, c'est la situation de l'Ukraine, qui va avoir des conséquences importantes, à la fois sur l'Union européenne,
Bien sûr, la guerre revient sur le territoire. Elle n'était quand même pas partie depuis si longtemps parce que les Balkans, c'était quand même les années 90. Bon. Mais on est dans cette situation-là. Et puis, d'une certaine façon, l'Occident, je mets des guillemets un peu à ça, qui dit c'est pas tolérable, ce n'est pas possible, et c'est la résolution qu'on fait prendre à l'ONU, mais avec évidemment veto tout de suite, puisque la Russie est membre du Conseil de sécurité. Donc ça, c'est une situation particulière. Le Sahel, c'est radicalement autre chose. Le Sahel, c'est à la fois des situations, alors il faudrait parler du Mali, du Niger et du Burkina Faso, je vais juste me contenter du Mali. Le Mali, c'est un très grand territoire qui est découpé depuis la colonisation, c'est incontestable, pas des frontières qui ont existé depuis toujours, certainement pas, avec deux types de populations, une population noire sur le sud et une population blanche, je mets des guillemets, arabe sur le nord. Or, la population noire a été très longtemps, pendant des siècles, réduite en esclavage par la population arabe. Et donc, aujourd'hui, les Noirs sont à la tête du pouvoir malien et depuis longtemps, ce qui n'est absolument pas acceptable par la population, on va dire azaoui, c'est-à-dire les Touaregs, c'est-à-dire ce qu'ils considèrent comme blancs, c'est-à-dire les Arabes qui se trouvent au nord. Se surajoute à ça, et c'est toujours la complexité, des mouvements djihadistes. Ces mouvements djihadistes sont extrêmement importants. Comme les Touaregs se moquent du carcom du Tchèr des frontières et passent d'un espace à l'autre assez facilement, et surtout sont très pris dans des grands trafics. Ça fait très longtemps que le Sahara est objet de trafic, les routes de l'or déjà au Moyen-Âge c'était déjà le cas, et c'est trafic de drogue, trafic d'armes bien sûr, extrêmement important, trafic aussi d'or, de nouveau, parce qu'il y a de l'orpaillage extrêmement important au Sahel. Donc c'est des situations qui n'ont strictement rien à voir entre l'Ukraine et entre le Sahel. Et c'est important quand on fait un raisonnement géopolitique d'essayer à chaque fois de bien caractériser les cas qu'on étudie dans ce qu'ils ont de spécifique. Oui, parce qu'on pense effectivement souvent global, on survole le sujet, alors que chaque pays a ses spécificités. Bien sûr, et bien justement, on va parler de la spécificité de la Turquie avec vous, Nora Seni. Comment les régimes autoritaires, comme celui de la Turquie, influencent l'idéal d'égalité politique ? Écoutez, l'égalité politique, parler d'égalité politique en Turquie, c'est une espèce d'oxymore. Pour parler d'égalité, pour parler de démocratie et d'égalité, il faut avoir un régime qui garantit les libertés fondamentales et il faut avoir un régime de laïcité. Dans ces deux domaines, la Turquie a terriblement régressé depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis les différents gouvernements de Recep Tayyip Erdogan, qui est au pouvoir depuis 2002. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La question de l'égalité a disparu de la sphère publique. On n'en discute pas, l'opposition ne la revendique même pas. Et alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui en Turquie ? Quel est l'objet des revendications ? C'est la justice. La justice est la justice qui est menacée par le fait que l'appareil judiciaire est monopolisé et sous pression des gouvernements Erdogan, par le fait que les institutions comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel sont quasi inactivées, leurs décisions ne sont pas prises en considération. Et du coup, on ne parle plus d'égalité, c'est pas ce que... Et ça reprend une tradition ottomane ancienne, avant la constitution de la République turque, alors que d'un côté, en France, on parle d'égalité avec l'esprit des lois, Montesquieu, etc., la Turquie, enfin l'Empire ottoman est géré par une problématique toujours autour de la justice. Et avec des organes de justice, en effet, des magistrats, des cadis qui appliquent les lois, qui gèrent, etc. Mais dans une société fondamentalement
inégalitaire, par définition ontologiquement inégalitaire, avec d'un côté un sultan et ses sujets. Et les sujets représentent une hiérarchisation parmi les sujets, d'abord entre les musulmans et les non-musulmans, et puis après entre les non-musulmans en fonction de l'importance démographique de ces populations, c'est-à-dire les Grecs, les Arméniens, les Juifs, etc. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reproduit une espèce de relief inégalitaire? C'est d'abord l'impulsion, le discours de l'État, c'est-à-dire de Recep Tayyip Erdogan, qui fabrique du nous et du eux. Alors, de qui il s'agit? Le nous, ce sont les musulmans sunnites et les hommes. Et de l'autre côté, on a d'abord qui antagonisé les Kurdes, les non-musulmans bien sûr, mais je dirais encore plus fort, c'est entre les musulmans conservateurs, donc qui exhibent des pratiques obéissantes à l'islam sur l'espace public, et ceux qui ont notamment un mode de vie totalement occidental. Et Erdogan exhibe sa position anti-occidentale qui pour plaire aux pays musulmans arabes. Il l'exhibe dans l'ironisation qu'il a des usages de vie quotidienne, de loisirs, de toute la portion, plus de la moitié de la population occidentalisée. Le fait de vivre en mixité, d'avoir des loisirs où hommes et femmes sont ensemble et consomment de l'alcool. Voilà, mixité, usage de l'alcool et des usages très occidentaux, l'habillement, l'absence de voile, etc. Donc il a une nouvelle façon, donc, qui était nouveau pour la Turquie, c'était de dire aux musulmans de comment on agit quand on est musulman. Quand on est musulman, on se voile, on ne se tient pas hommes et femmes dans la société et on ne consomme pas d'alcool et surtout, voilà, on n'est pas des intellectuels qui raillent les conservateurs dans leur habillement et dans leurs mœurs. Alors on a vu l'égalité politique dans chacun des pays qu'on a évoqués, mais Béatrice Gibelin, je me retourne vers vous par rapport à la compétition internationale, les conflits géopolitiques entre les grandes puissances. Et on a vu pendant des années, effectivement, bien sûr, les États-Unis contre l'URSS. Maintenant, il y a une compétition pour le leadership mondial entre la Chine d'un côté et les États-Unis toujours. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Mais aussi, comment des puissances comme la Russie même et la Chine exploitent les inégalités politiques internes pour étendre leur influence politique? Évidemment, dans les changements géopolitiques relativement récents, c'est-à-dire, on va dire, sur les 30 dernières années, c'est l'importance de la montée en puissance de la Chine. Bon. C'est effectivement, quand Deng Xiaoping a ouvert la Chine aux capitaux étrangers, les capitaux étrangers se sont dit, mais c'est un marché formidable, bien sûr qu'on va y aller. Et on va même accepter de leur donner un certain nombre de notre savoir-faire, ce qu'ils se sont empressés évidemment d'apprendre, d'acquérir, et maintenant sans doute de mettre sur le marché prochainement des avions après avoir démonté des Airbus et des Boeing. Bon, donc c'est la donnée majeure qui se traduit aussi par une forte augmentation sur le plan militaire, un budget militaire qui est le deuxième, le premier étant celui des États-Unis, qui reste encore de très très loin le premier, mais celui de la Chine, qu'on a du mal d'ailleurs à évaluer très précisément, et lui aussi en très très forte augmentation. Création de sous-marins nucléaires, ambition très réelle de contrôler
l'espace régional autour de lui. La mer de Chine, pour la Chine, ça descend nettement au-dessus du Vietnam et pose des problèmes vis-à-vis des Philippines, par exemple, vis-à-vis de la Malaisie. C'est des enjeux qui sont des enjeux extrêmement importants. Et la grande compétition, vous avez raison de le dire, c'est celle entre les États-Unis, bien sûr, et la Chine. Et c'est une compétition qui joue sur des champs importants, qui est aussi celui du numérique. Et tout à l'heure, vous avez très logiquement évoqué l'importance des minerais pour les smartphones. Eh bien, les Américains, les Chinois ont compris que c'était des minerais absolument essentiels. Il y en a pas mal en Afrique, sur lesquels ils ont pris un contrôle. En échange de « je vous construis un hôpital, je vous construis une autoroute, je vous fais des prêts à taux zéro, parce que nous, on n'a jamais été colonisateurs, donc vous pouvez nous faire confiance », et qui mettent la main sur ces richesses-là. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui produit non seulement 90% des panneaux solaires, elle inonde le marché avec ses panneaux solaires, mais qui tient à peu près 80% de tout ce qui est raffinage, de tous les produits absolument indispensables pour tout ce qui est l'économie numérique. Donc il y a une forme de passage en dépendance de l'Occident par rapport à ça. C'est tous les enjeux des semi-conducteurs, c'est l'enjeu de Taïwan. Aussi là-dedans. Donc c'est effectivement quelque chose de tout à fait essentiel. Alors comment il joue sur le plan des fragilités des autres pays? Ben là je vais être très, très rapide pour laisser Leïla et Nora reprendre la parole. C'est l'importance de ce qu'on appelle le soft power. Hard power c'est militaire, soft power c'est ce qui passe par les médias ou les fake news. Déjà la campagne électorale de 2016 aux États-Unis, Hillary Clinton en avait fait les frais. En 2017, la campagne d'Emmanuel Macron en France, il fait les frais aussi d'une candidate de fake news russes, qui sont très, très importants. Déjà cette année, les Américains ont déjà mis en garde les Russes en disant « on vous a à l'œil, on sait que vous fonctionnez comme ça ». C'est-à-dire que utiliser les fragilités internes, en particulier la démocratie, ce qu'ils considèrent comme les faiblesses de la démocratie, pour pouvoir déstabiliser et jouer la polarisation maximum. Alors, Trump arrangerait beaucoup Poutine. Il vient de dire que non, c'est pas vrai, qu'il était hors de ça. En fait, on sait très très bien que c'est tout à fait ce qui l'arrangerait. Parce qu'il faut faire attention à ne pas mettre la Russie exactement au même niveau que la Chine. La Chine est le vrai adversaire des États-Unis, ce que la Russie n'est pas. Je rappellerai simplement que le PIB global de la Russie est équivalent à celui de l'Espagne. Voilà. Donc une fois qu'on a ces ordres de grandeur-là, on commence à pouvoir mesurer les rapports de force. Merci pour ce regard global. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, parce que l'important pour comprendre, c'est aussi de rentrer dans le concret des impacts de tout ça et dans la logique du territoire. Et là, je vais me retourner vers Leïla Oulkebous pour prendre un exemple très concret. Et je voudrais que vous expliquiez au travers de cet exemple comment ça s'inscrit dans des territoires précis, cette compétition géopolitique, notamment avec l'exemple de l'eau dans le bassin du Gange et du Nil. Et on va définir vraiment, si vous le pouvez, comment ça se passe là-bas et quelles sont les conséquences pratiques de tout ça. Je vous laisse prendre le micro. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je vous remercie de m'avoir accueilli ici et aussi je vous remercie pour l'accueil chaleureux. Alors, pour un peu traiter ce sujet de l'égalité, moi, par le prisme de l'eau, j'aimerais commencer tout d'abord par dresser ce constat un peu d'inégalité hydrique avec un topo général de données, en fait, qu'il faut savoir que 97,2% de l'eau présente sur la planète Terre, c'est de l'eau salée et qu'à peine 2,8% de l'eau qui est de l'eau douce. Mais dans cette eau douce-là, il faut compter aussi tout ce qui est glacier et de l'eau qu'on ne peut pas exploiter. Et qu'en fait, on se retrouve finalement avec un chiffre médiocre de 0,7% à peine de l'eau pour toute la population mondiale.
Dans ce chiffre-là, il faut compter une grande inégalité également à l'échelle des pays et des régions, hein, avec des pays dits des géants hydriques, hein, avec une quantité d'eau colossale hein, pour le nombre de la population, hein, pour la démographie, et des pays qui manquent d'eau, en caricature généralement, mais un peu c'est vrai. Donc on a l'exemple du Sahel, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie centrale aussi. Donc moi, en fait, là c'est déjà un peu cette inégalité hein, qu'il faut comprendre un peu à l'échelle globale. Après, il y a une autre inégalité qui se dresse à l'échelle des bassins transfrontaliers. Et notamment les cours d'eau transfrontaliers, parce que moi, dans mes recherches, je travaille sur les fleuves transfrontaliers, donc comme leur nom l'indique, hein, transfrontaliers, et traversent les frontières, hein, donc des cours d'eau qui traversent les frontières d'au moins 2 États. Donc, je travaille notamment sur le cas du Gange hein, et le cas du Nil. Et sur ces bassins, en fait, pour comprendre un peu cette inégalité hydrique, je vais utiliser un peu un outil d'analyse qui est très intéressant, théorisé par 2 chercheurs, Zeytoun et Warner, hein, sur l'hydrohégémonie, et qui est en fait très intéressant pour comprendre ce qui se passe en termes de rapport de pouvoir et de rivalité, compétition hein, autour de ces ressources en eau. On a donc plusieurs facteurs hein, qu'il faut prendre en compte pour qualifier un état d'hydrohégémon. Hein. Rapidement, pour définir l'hydrohégémonie, en fait, c'est la capacité pour un état hein, d'exercer un contrôle sur un cours d'eau. Donc via des infrastructures, notamment on peut penser aux barrages, mais pas que, aussi il y a les canaux de dérivation, les projets aussi de transfert d'eau, etc. Donc dans cet outil-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte plusieurs paramètres. Il y a notamment la question de la position riparienne. Riparienne, c'est simple, c'est la position par rapport au cours d'eau. Si on est situé en amont du cours d'eau ou on est en aval. En fait, c'est une inégalité de fait géographique parce que quand un État est situé en amont d'un fleuve, hein, à la source, ça lui procure quand même un avantage inégal en fait parce qu'il a la capacité réelle de contrôler un cours d'eau. Que si on compare avec un État qui est plutôt situé en aval, vous voyez. Même si l'aval, il est relatif. Par exemple, sur le Nil, le fleuve, il traverse 11 États. Donc, ce qui est l'amont devient aval. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Oui, donc sur cette question-là, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, que cet État, en fait, situé en amont, et à part cette position donc riparienne avantageuse, il y a également cette puissance, en fait, il y a la puissance militaire, en fait, et pourquoi la puissance militaire, c'est simple, c'est pour dissuader les autres États, en fait, du bassin, en fait, pour ne pas réclamer, en fait, voilà, les décisions prises généralement de façon unilatérale par ces États situés en amont qui prennent comme argent comptant le fait que cette eau elle est dans leur propriété et qu'elle fait partie de leurs ressources. Or, c'est pas tout à fait vrai parce que ce fleuve, il s'arrête pas dans leurs frontières, il traverse la frontière et donc il y a pas, c'est pas correct de parler de souveraineté sur des ressources qui traversent les frontières de l'État. Et donc là, ça m'amène vers cette question en fait de doctrine, parce que dans le droit international, en fait, cette question, elle est pas traitée. En fait, il y a vraiment un abondant hein, par rapport à ces questions-là. Pourtant, l'eau, c'est important et il faut que tout le monde ait accès et qu'il y ait cette égalité de l'accès. C'est vital comme ressource. Et donc, ces États, par exemple, situés en amont du fleuve, ils souscrivent à une doctrine dite de souveraineté absolue sur les ressources. Donc, pour ces États, c'est normal de contrôler ces eaux. Vous pouvez vous en douter, les États situés plus en aval, donc on a une opposition de doctrine, et vont plutôt mettre en avant la doctrine de l'intégrité territoriale, de dire que les actions que ces États font sur le cours d'eau en amont, bah, ils touchent à leur intégrité territoriale. Et c'est ça, en fait, qui prépare le terreau de la conflictualité, en fait, à l'échelle de bassin. On aura le temps d'y revenir. Alors on a vu un exemple, enfin on a évoqué l'échelle globale, ouais. On a évoqué un cas particulier en Turquie, on a évoqué un cas particulier territorial. Je voudrais qu'avec vous, Nora Sieni, on évoque
une autre inégalité qui est l'égalité femmes-hommes, et particulièrement dans des systèmes politiques autoritaires. Vous avez exploré le rôle des femmes dans les régimes autoritaires. Quelle dynamique vous observez dans ces contextes en termes d'égalité politique? Prenez le micro. C'est mieux avec le micro. Bien près. Pour cette question, la Turquie est encore une fois un bon exemple parce qu'elle traverse plusieurs âges de l'égalité homme-femme. Lorsque la Turquie républicaine est fondée en 1923, il y a un début, enfin, il y a d'abord une volonté de laïcité qui est mise en place de façon difficile mais réelle, et puis une volonté d'occidentalisation dont la colonne vertébrale se situe dans la position des femmes. La Turquie, l'égalité, le droit de vote a été donné aux femmes dès 1930, 15 ans avant la France, par exemple. Donc il y a une volonté comme ça qui a en effet donné des résultats très palpables pour les grandes villes, pour les territoires turcs qui étaient intégrés au système international, au marché international, si vous voulez. Donc, ce sont les grandes villes portuaires, c'est Istanbul, Izmir, et c'est les grandes villes. Mais cela a donné toute une élite occidentalisée avec des femmes occupant des fonctions importantes, dans la banque, alors il y a dans les années 70, 1970, on obtient des rapports qu'on n'a nulle part ailleurs, ni aux États-Unis ni en France, notamment dans les sphères très qualifiées, comme parmi les avocats. Sur 4 avocats, une femme, il y a une femme, sur 4 avocats, une femme et pardon. Une sur 4 est une avocate, et pareil pour la médecine. Hein. Donc, on a des rapports de cet ordre, on les a à ce moment-là, à la même époque, aux États-Unis, c'est 13-1, par exemple. Bon, donc ça laisse des traces, même si aujourd'hui, donc il y a une mutation de l'ambition de la Turquie radicale. Et cette mutation ne se produit d'abord fondamentalement sur la sphère idéologique, c'est-à-dire dans les déclarations du président. Le président déclare que les femmes doivent se maintenir dans des fonctions maternelles et que le monde du travail ne leur était pas destiné. Donc ça, c'est dit. Cependant, il y a toute la dynamique qui est induite par l'ère kémaliste, hein, qui est contradictoire. Donc ça continue à fonctionner. Cependant, dans l'éducation, dans l'enseignement, la volonté s'affirme de plus en plus du côté de Erdogan, si vous voulez, où les filles, il y a les écoles islamiques, les écoles où les filles sont voilées dès 9 ans éventuellement, et surtout dans l'interdiction de la mixité. Hein, des classes mixtes, alors que les classes de la République turque ont été mixtes dès le départ. Et voilà, donc il y a quelque chose, un mécanisme qui est lancé. Pourtant, on n'a pas encore tous les résultats, mais que va devenir la Turquie dans 10 ans avec cette éducation-là, qui nie d'ailleurs la théorie de l'évolution, dont une grande part du cursus de l'enseignement est consacrée à des études sur le Coran, etc., etc. Quelque chose qui nous concerne aujourd'hui dans notre problématique de l'égalité, alors de l'égalité entre pays. Il y a aujourd'hui un conflit
entre la France et la Turquie concernant les écoles. En Turquie, il y a 2 lycées qui sont des lycées liés au corps diplomatique, qui sont des lycées français qui obéissent au cursus français de l'éducation, du ministère de l'Éducation français. La Turquie souhaite avoir le même droit de créer des écoles en France turques, donc des écoles turques qui obéiraient exclusivement au ministère de l'Éducation turc. Et pour cela, il utilise, donc Ankara utilise l'argument de l'égalité entre les différents pays, qui est un argument intenable. Il n'y a pas d'égalité entre les pays. Entre les pays, ce qu'il y a, c'est des rivalités et une hiérarchie qui dépend de la puissance des pays. La Turquie devient une puissance régionale, et ça c'est l'œuvre en effet de Erdogan, avec des menaces, mais il n'y a pas d'égalité à exiger. Alors, on a vu qu'il y avait, et d'ailleurs dans la table ronde précédente, qu'il y avait différentes conceptions du monde aussi, qu'il y avait différents systèmes de valeurs. On a vu qu'il y avait des différences entre ce que pensent les dirigeants, ou ce que veulent les dirigeants et ce que veulent les populations. Et vous avez souligné dans nos échanges, Béatrice Gibelin Del Valle, une inégalité de traitement médiatique également. De quoi parle-t-on et de quoi ne parle-t-on pas ? Avant d'aborder cette question qu'on abordera rapidement, j'aurais voulu redonner la parole à Leïla, justement sur le problème des femmes dans le rapport à l'eau. C'est quand même extrêmement intéressant puisque l'eau est absolument vitale et comment le rapport des femmes à l'eau a besoin d'être expliqué. Très bien, non mais parfait. Alors oui, là on va descendre un petit peu à une échelle locale. Dans le cadre de mes recherches, je travaille, comme vous l'avez souligné, sur le Gange et le Nil. Et dans mes enquêtes de terrain dans les pays en aval, notamment au Bangladesh et au Soudan, j'ai remarqué en fait, je m'y attendais pas en fait, c'est qu'en fait l'eau, en vrai, l'eau, c'est une affaire de femmes. En fait, c'est les femmes qui vont aller chercher l'eau dans des récipients sur la tête. C'est les femmes qui vont dans l'usage, tout dans le transport, c'est les femmes. Par contre, quand il s'agit de parler, d'expliquer, de donner leur point de vue, de réclamer un peu ce pouvoir au vu de ce qu'ils font, non. En fait, quand j'essaye de mener des enquêtes avec elles, parce que je tenais à ce qu'ils aient une voix en fait dans ma recherche, elles me disent, vous avez qu'à demander à mon mari et il sait mieux que moi. Mais j'ai dit, mais c'est vous partez le matin pour aller chercher l'eau, donc vous connaissez le fleuve plus que votre mari. Et il me dit, non, lui, il connaît mieux que moi. Nous, on ne fait que des activités domestiques, on est à la maison. Je dis, oui, mais je parle l'eau, c'est par rapport à la question, mais il y avait une réticence vraiment par rapport au fait qu'ils racontent leur vécu. Et là aussi, c'est par rapport aussi à ma présence. Le fait que j'étais femme, ça les a interpellés. Déjà, une femme qui fait de la recherche, vous n'êtes pas accompagnée, il est où votre mari? C'est très intéressant dans des contextes, le contexte soudanais et bangladais, c'est des sociétés musulmanes où les rôles sont répartis, l'homme dehors, dans l'agriculture, dans les champs, les femmes dans les tâches avec les tâches domestiques, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'est vraiment de les interroger parce qu'elles sont les meilleures connaisseuses du fleuve et qui vont remarquer les changements, les impacts du barrage parce qu'ils le connaissent mieux. Et c'était compliqué. Mais moi, je trouve ça... le fait d'être invisibilisé, en fait, les femmes qui soient invisibilisées dans une question importante comme l'eau, je trouve ça... C'est très intéressant ce pont parce que ça rejoint la question médiatique entre le réel et ce qu'on dit du réel. Et qui dit quoi et pour quelles raisons. Et je rejoins, j'enchaîne sur cette question sur les médias, l'inégalité de traitement des médias. Encore une fois, de quoi parle-t-on et de quoi ne parle-t-on pas? Il est évident qu'avec les informations en continu, il y a des choses dont on parle beaucoup, et puis effectivement, il y a des choses dont on ne parle pas. Bon, Israël, Gaza,
depuis le 7 octobre, c'est quotidiennement sur les informations. L'Ukraine, depuis le 22 octobre, est aussi, 2022, constamment dans l'information. Et puis, il y a des conflits qui sont absolument tragiques, et en particulier, Leïla pourrait en parler parce qu'elle s'est trouvée vraiment au cœur de... c'est les guerres au Soudan, qui font des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. On est sans doute à plus de 200 000 morts, et dont on n'entend absolument pas parler. Alors, il y a quelque chose dont on parle habituellement, qui est le mort-kilomètre. Hein. C'est-à-dire que si ça se produit chez nous, eh bien, évidemment, 10 morts, on va en parler beaucoup. Si on est déjà à 100 km, il va falloir qu'il y en ait un peu plus. Et plus vous vous éloignez, plus il en faudra. Mais au-delà de ça, c'est l'importance qu'on accorde à certains types de conflits. Et l'invisibilisation totale du conflit du Soudan, qui a des conséquences qui peuvent être extrêmement importantes compte tenu des enjeux du Soudan, des liens d'une partie des rebelles soudanais directement avec la Russie. Le 24 février, c'est l'invasion de l'Ukraine. Le 26 février, le leader des rebelles soudanais est reçu par Poutine, car il alimente Poutine par l'or qui est extrait au Sahel. Donc on voit bien que c'est des enjeux qui sont absolument majeurs et dont on ne dit strictement rien dans les médias. Sauf à la Brède. Sauf à la Brède, effectivement. Bon. Alors, il nous reste 15 minutes parce que il nous reste 15 minutes pour clôturer la table ronde, puisqu'après, malheureusement, vous allez devoir partir et vous avez un train. Je vous propose, et d'ailleurs, Leïla, vous pourrez évoquer peut-être le sujet qu'évoquait Béatrice. Dans ces 15 minutes, je voudrais qu'on ait des réponses, chacune à votre tour, des solutions plutôt concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour restaurer et préserver cet idéal démocratique, ou en tout cas cette égalité politique? Leïla, c'est à vous. Alors oui, merci Béatrice d'avoir évoqué cette question qui est très intéressante de l'inégalité du traitement, dans le traitement médiatique des conflits. Et oui, moi je me suis retrouvée au cœur de la guerre actuelle. Le 15, c'est le jour fatidique, le 15 avril 2023, j'étais au Soudan, à Khartoum, dehors. En plus, je n'étais même pas dans mon hôtel, j'étais dehors en train de faire mes enquêtes de terrain quand la guerre a éclaté à 9h du matin. Et donc, je peux vous dire que voilà, que c'était c'était traumatisant, oui, de passer un moment où je pose des questions à des personnes, on échange des enquêtes sur ma recherche, et d'un moment à passer à l'instinct de survie, il faut se mettre à l'abri et tout. Donc c'était vraiment très, très, très important. Et ce qui m'a interpellée le plus, c'est le traitement médiatique, parce qu'à ce moment-là, on en parlait très, très, très peu en France, et dans les médias arabes, Al Jazeera, etc., on en parlait vraiment H24 heures. Mais en France, on commençait à en parler quand il y avait le sujet d'évacuation, évacuer les Français bloqués sur place. On en parlait tout le temps. Une fois que tout le monde est évacué, c'est bon, ça disparaît. Or, la guerre, elle fait toujours rage. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts, sans parler de la famine. Et d'ailleurs, c'est une catastrophe humanitaire. 10 millions de déplacés. 10 millions, c'est 10 millions de personnes qui ont dû quitter leur foyer en fait dans les précipitations, et généralement dans des pays déjà touchés, dans le Tchad, qui lui-même, c'est un pays aussi qui est instable, qui a connu beaucoup de conflits, en Éthiopie également, au Soudan du Sud, etc. Donc, pour ce qui est des solutions, moi, sur la question des conflits à l'échelle des bassins transfrontaliers, et ce qui vraiment m'a interpellée dans mes recherches, c'est la non-prise en compte des populations locales. Quand un État veut installer un barrage, déjà qu'il ne consulte pas, bien sûr, là je parle des États situés en amont, il ne consulte pas déjà le pays situé en aval, mais pire encore, les populations locales qui vont subir les impacts de ces barrages. Parce que ces gens, ils vivent, il y a une dépendance vis-à-vis du cours d'eau. Donc, le fait qu'on ne donne pas la parole et qu'on n'intègre pas
ces populations locales. Et aussi, moi, je trouve aussi qu'il faut qu'il y ait un instrument juridique à l'échelle internationale pour prévoir, c'est bien qu'on a pour le nucléaire, pour dissuader les États de ne pas en avoir, mais je trouve ça quand même malheureux que sur une ressource comme l'eau, qui est vitale pour tous les êtres, tous les écosystèmes, qu'on n'ait pas de... Ça rejoint complètement la table ronde précédente où il faut effectivement des règles contraignantes. Parce que sinon, on en a une convention, mais il est justement juridiquement non contraignante et c'est aux États d'y adhérer ou pas, donc c'est un choix. Exactement. Nora Seni, est-ce qu'on a des solutions pour changer la donne? Non, pas de solution, mais quelques mesures. Alors, je vais donner un exemple historique. Il y a un livre aux États-Unis qui a été publié il y a quelques années qui s'appelle La 7e page. En fait, il s'agit de... bien sûr, la transparence est importante, la transmission dans les médias est importante, mais comment cette information est faite? Donc la 7e page, c'est en effet, on parle, c'est un livre qui se pose la question en 1938, alors que en Allemagne déjà en pleine nazification, les Juifs sont maltraités dans la rue, il y a des batailles, il y a des morts, il y a voilà. Est-ce que aux États-Unis, on en parle? Est-ce que le New York Times s'en fait l'écho? Le New York Times s'en fait l'écho, mais dans la page 7. Donc, quand on le lit, on se dit, si c'est la page 7, ça veut dire que ce n'est pas très important. Si c'était important, on l'aurait mis en grandes lettres, etc. Donc, ça dépend comment l'information est faite. Donc là, pas en 7e page, des choses importantes, parce qu'on n'a pas envie d'être des agitateurs, parce que il y a quelque chose qui s'impose aux médias comme être très sérieux, de ne pas envenimer les choses. Deuxième façon de ne pas envenimer les choses pour les médias, c'est aussi d'utiliser jusqu'à plus soif les mots valises. La Turquie qui a sombré dans l'autoritarisme, vous la suivez dans la presse européenne, on ne parle que de dérive autoritaire. Alors dérive, ça veut dire ça glisse vers quelque chose. Et il y a un moment où ça cogne. Non, jamais. C'est dérive autoritaire sur une dizaine d'années. La Turquie s'abîme dans une dérive autoritaire. Ça va où? Qu'est-ce que ça donne? Ça économise d'avoir à parler de ce qui se passe sur le juridique, sur les atteintes aux droits de l'homme, aux droits de l'expression libre, etc. Voilà. Un petit mot, Béatrice Gibelin Delvalet. Oui, au sortir de la Première Guerre mondiale, on avait mis en place la Société des Nations, qui a été un fiasco. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place l'ONU, avec cette caractéristique du Conseil de sécurité, dans lequel la France, avec l'habileté de De Gaulle, s'est retrouvée membre permanent, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, les États-Unis. C'est un fiasco ? C'est en ce moment un fiasco. L'ONU, aujourd'hui, ne peut rien régler. Quand on prend une décision contre l'invasion de l'Ukraine sur un État souverain par un autre État, veto de la Russie. Donc tant qu'on est dans cette situation-là, avec deux puissances, la Russie et la Chine, qui ont comme projet géopolitique de sortir de l'hégémonie de l'Occident et du modèle occidental, il est bien évident qu'elles sont dans des situations de pouvoir exorbitants. Est-il normal que l'Inde ne soit pas présente au Conseil de sécurité? Est-il normal qu'il n'y ait aucun pays africain qui soit présent au Conseil de sécurité? On est donc dans une situation d'une inégalité extrêmement grave, parce qu'on voit bien que ça devient absolument insupportable
à une grande partie de la population et qu'on passe à ce moment-là à du clientélisme géopolitique. La France l'a exercé avec ses anciennes colonies. La Chine l'exerce aujourd'hui à travers les routes de la soie ou les aides qu'elle apporte à l'Afrique. La Russie l'exerce aujourd'hui en envoyant des milices privées intervenir. C'est-à-dire qu'on a une partition du monde en clientélisme au sein de l'ONU, au cœur de ce conseil permanent qui devient absolument, véritablement insupportable, avec d'autres ensembles qui se constituent. C'est les BRICS qui viennent de s'agrandir considérablement, et la Turquie demande à se rapprocher des BRICS, sachant que la Turquie est néanmoins membre de l'OTAN. Donc vous vous rendez compte qu'on est à un moment de jeu, de recomposition par ensemble et sous-ensemble extrêmement important. Et je dirais, il est plus que temps que l'UE sorte d'une sorte de naïveté bienveillante et bien gentille en disant, au fond, il suffit qu'on fasse des normes, ces normes seront acceptées et elles réussiront à s'imposer. On est sorti d'une géopolitique des bisounours. Eh bien, bravo à toutes les trois. Merci beaucoup pour ces échanges très clairs, précis et concis. On a pu aborder à peu près tous les sujets qu'on avait prévus. On peut prendre une question ou deux. Monsieur le maire. Merci. Merci, mesdames, pour ces réflexions. Géopolitique, les inégalités, la recherche de l'égalité. Moi, je voudrais, là, vous avez posé la question au niveau des relations internationales, et vous, madame, vous êtes venue sur le sujet de l'eau. Moi, je voudrais redescendre au niveau national, parce que cette recherche de l'égalité, ou cette inégalité, elle existe en interne, d'une manière colossale. Sur le sujet de l'eau, par exemple, sur le sujet de l'eau. En Espagne, il y a eu de très grosses difficultés entre la région de Navarre, la région d'Aragon et la région de Valence sur la question du partage de l'eau, c'est-à-dire des ressources de l'eau de l'Èbre. Sachant que l'Èbre est un fleuve qui traverse l'Espagne d'ouest en est, et dont les ressources proviennent en fait des parties occidentales, mais ce sont les parties orientales qui subissent les problèmes de la pénurie de l'eau, et où il y avait un sujet de captation de l'eau, enfin il y avait un problème, et les régions ne se sont pas entendues sur cette question. Ici, en Nouvelle-Aquitaine, on a le bassin de l'eau Ardour-Garonne, qui est censé régler les problèmes de la distribution de l'eau et de la captation de l'eau, enfin bref, de tous les aménagements, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que, même si la loi prévoit que ce soit les intercommunalités, etc., qu'on supprime les syndicats intercommunaux pour distribuer l'eau, on est dans une situation qui sont extrêmement diverses entre des territoires très proches. Par exemple, ici à la Brenne, on est un syndicat qui dispose d'une réserve d'eau potable dans l'Oligocène, d'accord, avec 2 capteurs dont un pose un certain nombre de problèmes, mais le village d'à côté, c'est le syndicat de l'Arpocam, ils ne captent que dans l'Éocène avec d'énormes difficultés et ils sont obligés d'acheter l'eau à des prix qui sont fixés par Suez. Ça, nous ne sommes pas aux confins du Gange et de ce que vous voulez, nous sommes ici, avec une situation d'inégalité absolument criante. Sur le traitement des déchets, je pourrais vous dire exactement la même chose. Et pour ce qui concerne l'accès à l'école, l'accès au travail, l'accès au numérique, on a territorialement les mêmes problèmes qui ne sont pas réglés dans le cadre institutionnel actuel. La métropolisation de la France crée en fait un divorce territorial, je ne veux pas redire ce qui est devenu une évidence, mais absolument phénoménal, qui explique pour beaucoup la situation politique, pour le moins compliquée, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, parce que les réponses en interne, les réponses institutionnelles n'ont pas été fournies en interne. Donc comment pourrait-on imaginer qu'elles le soient plus facilement au niveau
européen, voire au niveau mondial, au niveau international. Dès lors qu'on n'est pas capable, nous-mêmes, entre Français civilisés, vivant ensemble, partageant la même République, etc., de trouver les outils institutionnels qui nous permettraient de vivre ensemble et de partager la ressource, ça sera certainement assez compliqué de le faire un peu plus loin, même si c'est un objectif à atteindre. Alors, on a évoqué au tout début cette question du territoire, effectivement, la géolocalisation, on en a parlé. On va prendre les 2 dernières questions et on va laisser répondre à tout le monde, nos intervenantes. On vous écoute. Une question courte, s'il vous plaît, parce que oui, je suis désolé. Est-ce que cette notion chrétienne d'égalité, qui est apparue dans la civilisation occidentale avec le christianisme, n'est-elle pas la nouvelle transcendance actuelle qui n'est pas partagée dans les autres pays? Et n'est-ce pas là le moyen de créer du ressentiment anti-occidental dans les autres pays de la façon classique que le christianisme l'a fait? Merci. L'autre question, s'il vous plaît. Et je vous laisse répondre à ce que vous voudrez juste après. Alors, je voudrais faire rapidement 2 remarques et une question. La première remarque, sur l'égalité femmes-hommes, n'oublions pas le statut des femmes afghanes. Je pense que là, il y a un scandale international qui fait que ce sont des bêtes, ce ne sont pas des êtres humains. Deuxième remarque, sur les conflits, le nombre de morts. Rappelez-vous, le 11 septembre 2001 aux États-Unis, les 2 tours s'effondrent. 3000 et quelques morts. Bon, c'est énorme. Moi, je suis allé au musée à New York après cette date. J'ai eu un malaise dans le musée. C'est dire que chaque mort compte. Il n'y a pas de mort plus valable que d'autres. Mais enfin, si vous voyez le traitement mécanique qui a suivi, les 3000 morts aux États-Unis par rapport aux 40 000 morts à Gaza actuellement, aux 1 million de morts au Rwanda, etc., etc., on peut mesurer un déséquilibre flagrant et ça doit nous interroger sur le plan démocratique. Troisièmement, et c'est ma dernière remarque, sur le déni démocratique. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur ma question. Elle n'est pas du tout politique. Je veux dire, voilà, nous avons voté il y a un mois à des élections législatives. Factuellement, il y a un parti qui est respectable, qui a des hommes intellectuellement honnêtes et compétents, je ne mets pas ça en cause, mais qui a eu 6% des électeurs et 45 élus. Or, c'est parmi ce groupe minoritaire qu'est choisi un Premier ministre, et c'est dans ce groupe-là dont va être issue la majorité des ministres. Donc je ne mets pas en cause la compétence. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouais. Démocratiquement, je me pose la question, est-il normal qu'avec 6% des électeurs, nous ayons... Voilà. Ça fait beaucoup de questions, et là, on est dans une table ronde géopolitique, donc on ne va pas parler de politique nationale, mais ce que je veux dire, c'est que on a 5 minutes avant que nos intervenantes partent pour le train. Donc, je vous demande d'être synthétique si vous le pouvez. Qui veut répondre ? Oui, alors, je pense que les femmes afghanes, je pense qu'évidemment, c'est un sujet qui touche particulièrement Leïla. Et évidemment, on ne peut pas tout aborder comme ça. Oui, ça nous touche à tous, hein, pas uniquement à moi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, hein, mais ça rappelle en fait que quand on est dans un régime démocratique, on n'est pas à l'abri des conflits. En fait, c'est le régime démocratique, il permet juste de réguler les conflits, mais il ne permet pas de nous protéger des conflits. Ce n'est pas parce que là, je travaille sur le Gange et on est face à des régimes parfois autoritaires que voilà, c'est ça qui explique pour quel conflit. Le conflit, il n'est pas souvent lié au régime national de ces pays, mais également il transcende en fait ces échelles à l'échelle locale et également micro-locale, hein, que je peux parler, là, quand vous avez parlé de la BRED également. Donc voilà, c'est cette question de l'idéal démocratique, c'est pas forcément pour régler ce genre de problème. De toute façon, les problèmes de l'eau se posent partout aujourd'hui. Ils ne se posent pas partout avec la même intensité et la même gravité. Et la France n'est pas confrontée à un grave problème de l'eau. Elle est confrontée à un morcellement politique important des communes et à la difficulté de penser le commun. Et que si on était capable de penser le commun, il n'y aurait aucun problème d'eau. Et quant à l'Espagne, on est sur un changement important. Et je vous renvoie à un excellent article qui sort dans une revue qui m'est chère, Hérodote,
un article écrit par Dario Salinas sur le problème justement du transfert de l'eau de l'Elbe vers le sud de l'Espagne et qui est assez intéressant à lire. Voilà. Sur l'égalité et qui serait un héritage de la chrétien que vous avez. Je dirais que l'égalité n'est pas un héritage chrétien. L'égalité est un héritage révolutionnaire, est un héritage de la Révolution française. Dans la hiérarchie chrétienne, c'est pas du tout l'égalité qui est en cause, absolument pas. C'est ce qu'on appelle l'égalité dans j'allais dire dans les droits de l'homme, dans la Révolution française, c'est une égalité citoyenne qui est importante. C'est une égalité politique qui est importante et qui, je crois, n'a rien à voir avec forcément la chrétienté. Mais ce qui est important, et là vous avez raison, c'est le ressentiment qu'il peut y avoir sur un modèle qui s'est dit universel et qui se veut universel de la démocratie et qui est clairement remis en cause par un grand nombre de régimes, au premier rang desquels la Russie et la Chine, qui trouvent qu'il est important de montrer au reste du monde que ce n'est qu'un point de vue occidental sur une minorité et qu'eux vont mettre en place des modèles, y compris sur le plan écologique, c'est le modèle que veut la Chine, qui va montrer qu'ils sont bien plus efficaces, beaucoup plus, tant sur le plan de la croissance économique que sur la possibilité de la puissance, que de la possibilité écologique. Le tout au prix d'un contrôle absolument dramatique, de mon point de vue, des libertés humaines, bien évidemment. Oui, et aussi, alors je voudrais ajouter juste, ce n'est pas parce que ça crée du ressentiment, et d'abord auprès de qui, de quelle instance, à quelle échelle, qu'on doit, on doit renoncer à des principes qui seront au fondement de nos sociétés, au fondement de nos civilisations. Donc on ne va pas entrer dans une espèce de relativisme qui considère que les droits de l'homme, c'est bon pour l'Europe, mais pas bon pour la Chine, etc. Ça ne tient pas debout. Donc ce n'est pas pour ça que... Voilà, bon, c'est tout. Bon, ben on va vous remercier parce que vous devez partir, mais on fait une conclusion juste après. Donc on vous applaudit encore. Merci beaucoup. Et on voit qu'il y a du débat à la Brède. Monsieur le maire, le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est pour remercier encore une fois tous nos intervenants qui ont animé ces après-midi, dont je rappelle qu'ils sont venus ici à la Brède gracieusement, et ça mérite un nouveau banc d'applaudissements. Et cette édition et le succès d'estime finalement que nous avons obtenu, vous étiez nombreux au cours de ces 2 jours, même s'il n'est pas facile de venir quand il fait beau, en particulier un samedi après-midi, un dimanche après-midi, pour frotter ses neurones à des sujets comme cela. Eh bien, ne peut que nous encourager, nous, municipalités, en partenariat avec la Fondation Jacqueline de Chabannes, à réitérer cet événement. Il faut essayer de se montrer intelligent. Je crois que c'est quelque chose d'important. Si nous voulons être des citoyens à part entière, eh bien, il faut que nous sachions, à des moments, nous extraire de la simplicité, voire même des clivages qui peuvent intervenir, et on l'a vu récemment à l'occasion des différentes élections, pour se poser et pour se poser aussi les questions qui sont importantes. Nous essayons de le faire. Je ne sais pas quel sera le thème qui vous sera proposé l'année prochaine, mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'il y en ait un. Et je voudrais remercier aussi, au final, toutes celles et tous ceux sans lesquels cet événement n'aurait pas été possible. En particulier, Jérôme Coutou, mon adjoint à la culture, très bon animateur, vous l'avez remarqué, mais qui, tout au long de l'année, prépare ces événements en recherchant les sujets, les intervenants. Je pense que Christophe Lucet également, qui est venu animer la table ronde d'hier, mérite vos applaudissements. C'est une participation
C'est une participation heureuse que nous avons avec le journal Sud-Ouest et avec ces éditorialistes qui montrent que finalement, ce que nous faisons est quand même pris au sérieux au niveau de la rédaction de Sud-Ouest. Et ça ne peut qu'être un encouragement pour nous. Et puis ensuite, le reste de mon équipe municipale, les adjointes et les adjoints, les conseillers municipaux qui ont aidé tout ça. Mon personnel, le personnel, votre personnel, le personnel communal, qui était là, que vous avez vu, il y a eu quand même différentes occasions, en particulier les vins d'honneur, mais pas que. Je rappelle que nous avons commencé dès vendredi soir avec un concert sur lequel il faut faire un peu de publicité. Il faudrait que, en particulier, les jeunes viennent. Ces concerts sont gratuits. On offre une programmation de qualité. Là, depuis plusieurs années, avec l'orchestre Unisson Acmé, qui est un orchestre semi-professionnel, mais avec des musiciens de haut niveau. Je pense que c'est important. Moi, je vois l'effort que nous faisons, par exemple, pour entretenir une école de musique. Et quand je vois que quand le chef d'orchestre demande un enfant dans la salle pour lui confier sa baguette, on a du mal à en trouver un. Il y en a une, finalement, qu'on a réussi à extraire et qui est venue au pupitre. Mais où étaient les autres? Ils étaient restés chez eux, probablement. C'est un peu dommage. Je pense que si vous êtes convaincus par la qualité de cet événement, sous toutes ses formes, eh bien, il faut en parler autour de vous. Je parle surtout aux Brédoises et aux Brédoises qui sont ici, que je vois. Faites-vous les ambassadeurs de cet événement et amenez encore davantage de monde l'année prochaine au château. J'en profite pour remercier également Catherine, la Fondation de Chabannes, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, sans laquelle on ne pourrait pas, naturellement, c'est une évidence de la palisse, être reçu dans ce cadre magnifique. Et qu'il faut, Isabelle, bien sûr, je ne sais pas où elle est, Isabelle, là voilà, derrière, la directrice du château, qui se donne beaucoup de mal aussi pour cette manifestation, et qui nous reçoivent toutes les deux, et la Fondation, dans ce cadre superbement rénové. C'est ici l'occasion de répéter une fois de plus le travail qui est fait par la Fondation de Chabannes pour mettre en valeur ce patrimoine qui est un patrimoine commun, non seulement aux Brédoises et aux Brédois, mais surtout, c'est un patrimoine français très important, c'est un patrimoine de la pensée, je crois, humaine. C'est important de pouvoir se représenter physiquement le cadre dans lequel Montesquieu a pu écrire ses œuvres. Je crois qu'il fallait un outil, cet outil, il existe maintenant à côté du château lui-même, dont je rappelle qu'il est de mieux en mieux ouvert, de plus en plus ouvert pour celles et ceux qui veulent le visiter. Le cadre extérieur aussi. Donc tout ça, c'est quand même très bien. C'est une synthèse qui fonctionne, je crois, correctement. Tout ne va pas bien dans ce pays. Tout ne va pas bien sûrement non plus sur la commune de la Brenne, mais quand les choses vont bien, et quand il y en a quelques-unes qui vont bien, vaut mieux le dire et s'en féliciter. Je vous remercie.